Une pandémie est évidemment une épidémie qui touche l'ensemble des pays du monde entier et donc la gravité fait que c'est une maladie qui entraîne un taux de mortalité non négligeable et elle est d'une extrême férocité. Sa propagation est extrêmement importante et a dépassé évidemment toutes les possibilités d'action même des grands pays du monde. Je pense que c'est la première fois que nous avons une telle épidémie et avec tous les moyens colossaux qu'ont les pays développés et qui se sont bien développés sur le plan sanitaire, n'ont pas pu contenir jusqu'à présent cette épidémie. Il n'y a pas un seul pays au monde actuellement qui n'ait pas encore des virus au sein de sa population. Le virus n'a pas été éradiqué du monde entier. Donc, cette épidémie va durer. En ce qui concerne l'Algérie n'échappe pas, évidemment, aux aléas liés à toute épidémie. Et nous avons, en Algérie, mené des actions de ce qu'on appelle la médecine de catastrophe. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, le premier point important que ne soulignent pas beaucoup de nos experts, c'est que l'épidémie qui a touché l'Algérie, comme les pays du Maghreb et l'ensemble des pays d'Afrique, n'a pas été aussi grave, aussi mortelle que celle des pays développés, ou bien celle des pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil. Ça, il faut le reconnaître. Nous n'avons pas eu une épidémie très importante, même jusqu'à présent. Les différentes vagues n'ont pas été féroces comme celles des pays développés. La dernière vague, même si elle a été mortelle, n'a pas duré d'abord longtemps et n'a pas entraîné une mortalité aussi élevée. Ça, il faut le dire. Et c'est très important de le dire. Les chiffres ne sont pas réels, oui, c'est vrai. Les chiffres relatent une certaine réalité parce que en tant que médecin, et nous travaillons donc au sein de l'hôpital, la majorité des décès recensés sont des décès hospitaliers. Le malade meurt à l'hôpital. Il est exceptionnel que le malade meure chez lui. Donc nous avons un indice de mortalité lié à la maladie. Cet indice, ce chiffre existe. Il est bien moins important que celui des pays développés. Donc nous avons eu une chance inouïe. Nous l'avons encore cette chance et je vais vous parler de ce qu'on appelle la 4e vague. Donc ce point est extrêmement important. Je ne dis pas que l'épidémie n'est pas grave en Algérie, mais je dis qu'elle est moins féroce, moins importante et moins mortelle. Et c'est une chance pour nous. Le deuxième point important, c'est que certains disent que l'épidémie a fait révéler les insuffisances de notre système de santé, entre guillemets. Je dirais que non. Les insuffisances de notre système de santé sont connues depuis très longtemps. Si vous voulez qu'on puisse discuter, mais ça demandera un temps très important sur le système de santé de l'Algérie depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, on pourrait en parler. Toutes les insuffisances, tout ce qui a été fait de bon et tout ce qui a été fait de mauvais. Mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais je vous dirais que non, l'épidémie n'a pas fait révéler l'insuffisance. Les insuffisances existaient, on les connaissait. Elles étaient là, présentes, criardes devant tout le monde. L'épidémie n'a rien révélé. L'épidémie, au contraire, a exacerbé les insuffisances. L'épidémie a montré que la gestion d'une telle maladie était très difficile. Je ne dirais pas catastrophique. Non, loin de là, parce que quand même, nous avons un tissu national de santé. Nous avons un nombre très important de médecins qui travaillent. L'Algérie a tous les médicaments voulus pour traiter les maladies, bien qu'il y ait de temps à autre, évidemment, des pénuries. L'Algérie a les moyens de pouvoir prendre en charge ce type d'épidémie. Mais, sur le plan organisationnel de l'épidémie, comme beaucoup de pays d'ailleurs, l'Algérie a été dépassée par les événements du fait, et surtout à la 3e vague, d'une propagation extrêmement rapide du virus. Donc, la propagation rapide du virus a fait que le nombre de cas en un temps déterminé a augmenté d'un seul coup et a fait que les capacités prises en charge de ces malades se sont trouvées complètement dépassées. Mais le problème de l'oxygène, je l'ai soulevé bien avant la maladie Covid, en disant que nos hôpitaux actuellement sont gérés de façon tout à fait archaïque, avec une gestion complètement dépassée. Nos hôpitaux n'obéissent pas aux normes internationales de fonctionnement actuelles de 2021. Ils fonctionnent de façon anarchique sur un modèle très ancien qu'on a conservé.
et qui est complètement dépassée. Une gestion moderne, par exemple, sur le plan de l'oxygène, c'est d'être tout à fait indépendant, puisqu'il s'agit ici d'un médicament, l'oxygène étant un médicament, considéré comme étant un médicament vital, dans un hôpital, doit être géré de la façon la plus efficiente et efficace. Or, que nous gérons encore l'oxygène avec des obus, qui n'existent nulle part maintenant dans le monde, du fait de leur dangerosité, d'une part, explosive, et d'autre part, sur les difficultés d'acheminement de l'oxygène jusqu'aux malades. La gestion moderne, c'est d'avoir de grandes sociétés de gaz ou de fluides médicaux, et c'est à ces sociétés qui connaissent bien le problème de ce produit vital qui doivent le gérer. Ce n'est pas l'hôpital qui le gère, et ce n'est pas le ministère de la Santé qui le gère. Le ministère de la Santé et l'hôpital demandent une prestation de service, comme dans tous les pays du monde. Cette prestation de service se fera à travers des générateurs modernes dans les hôpitaux qui, au sein de l'hôpital, et de façon tout à fait indépendante, de garantir une certaine quantité d'oxygène pour les malades de l'hôpital. Et ce n'est pas le directeur de l'hôpital qui va gérer l'oxygène, c'est cette société spécialisée. L'oxygène que les hôpitaux avaient était d'abord sur le plan de la production, il y avait une insuffisance. Deuxièmement, sur le plan de l'acheminement, il y avait des problèmes qui étaient cruciaux. Et troisièmement, il n'y avait pas de générateur d'oxygène dans les hôpitaux, qui est actuellement la méthode la plus employée dans les pays développés. Et ce n'est plus donc un acheminement de l'oxygène avec des obus, avec des citernes, etc. Il y a une gestion maintenant rationnelle qui est locale et que l'hôpital doit être tout à fait indépendant. L'oxygène nécessite une compétence de très haute technicité. Ce ne sont que des sociétés très spécialisées qui doivent absolument prendre en charge la gestion de l'oxygène en Algérie. Et ce sont des sociétés de prestations que l'hôpital doit appeler en temps opportun pour gérer son oxygène. Or, la gestion de l'oxygène est devenue très archaïque, extrêmement archaïque. J'ai cité une fois, à l'occasion d'une intervention à la radio, en disant que nous ramènent quelquefois des plombiers pour faire des soudures, etc., sur des tuyauteries. Il n'y a pas de compétence là-dessus. Et quand il n'y a pas de compétence, eh bien, on tombe évidemment dans l'inefficacité et le bricolage. Les leçons à tirer, il y a plusieurs. C'est que d'abord, la première leçon à tirer, c'est que nos hôpitaux ne sont pas adaptés à prendre en charge la maladie Covid. Ce n'est pas possible. Pendant l'épidémie, nous avons utilisé une médecine de catastrophe où on devait donc gérer des situations vitales. On devait donc amener des compétences d'un peu partout, mais il n'y avait pas une coordination rigoureuse dans ce qui se passait en Algérie. Et c'est pour cette raison qu'il faut un plan d'action. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait un plan d'action national de prise en charge de la maladie Covid, en dehors des vagues et pendant les vagues. Il faut absolument qu'on pense. Il faudrait donc que l'on puisse réfléchir à court, moyen et long terme, parce qu'il faudrait créer des structures spécialisées dans la prise en charge de la maladie Covid. On ne peut plus hospitaliser dans les hôpitaux. Ce n'est pas possible. D'abord, on ne peut plus prendre en charge nos malades, on les délaisse. Il y a un taux de mortalité plus élevé maintenant dans les maladies chroniques et dans d'autres maladies aiguës. On s'occupe que du Covid. Mais il y a d'autres maladies, encore beaucoup plus graves que le Covid, qu'on doit absolument prendre en charge. Des cancéreux, des cardiaques, toutes sortes de maladies graves. La seule solution, c'est de créer des structures légères, spécifiques au Covid. Elles existent. La Chine en construit énormément. Les États-Unis en construit. Ils ont même proposé à l'Algérie des modèles. Tous les pays d'Europe construisent ce type de structure qu'on peut monter en une semaine, avec un nombre très important de lits, où il y a une source d'oxygène par générateur autonome, où il y a des services de réanimation autonomes, où il y a des lits d'hospitalisation. Et là, j'ai dit, qui devra faire marcher ces structures? Eh bien, on doit former dès maintenant des médecins généralistes à la maladie Covid, avec un certificat de formation dans la prise en charge des maladies Covid, parce qu'il y a une autre problématique qui s'est créée à la troisième vague, c'est qu'il y a eu des traitements anarchiques. Chacun traitait la maladie Covid comme il voulait, et les protocoles n'étaient pas respectés. Les protocoles du ministère de la Santé n'étaient pas respectés du tout. Du tout. Il n'y avait pas de coordination, il n'y avait pas d'inspection sur ce qu'on faisait sur le terrain, parce que les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Ils voyaient sur Internet des protocoles, ils les appliquaient, chacun appliquait le protocole. Ces structures légères doivent être gérées par les médecins généralistes qui doivent être chapeautés par des médecins spécialistes de la maladie Covid. Il s'est créé une médecine parallèle, une médecine à domicile. Jamais l'Algérie n'a eu autant de malades traités à domicile.
un nombre impressionnant de malades Covid traités à domicile, non répertoriés, non recensés. Le ministère de la Santé n'a aucune information sur ces malades. Ces malades suffoqués, traités à domicile avec de l'oxygène par de nombreux médecins généralistes qui se sont mis à les traiter à titre privé. Ils se faisaient payer avec quelquefois des médicaments de l'hôpital, notamment le consommable, les perfusions, etc. Même l'oxygène, quelquefois, venait de l'hôpital. On nous a pris des obus de force pour aller traiter les malades à domicile. C'est une médecine de catastrophe. Maintenant, si nous devons tirer une leçon de la médecine à domicile, où des milliers de malades, c'est pas des centaines, ont été traités et sauvés quelquefois, ils étaient traités chez eux, comme à l'hôpital. Alors, la leçon à tirer, c'est d'institutionnaliser la médecine à domicile dans la prise en charge de la maladie Covid. Pour libérer les hôpitaux, qu'on forme des médecins généralistes, qu'ils aillent soigner les malades à domicile, les formes modérées par exemple, et que les formes sévères, qu'on les hospitalise dans des hôpitaux spécialisés ou dans des structures légères spécialisées qui font de la réanimation du Covid. Pour ne pas pénaliser, la médecine à domicile va régler 2/3 des problèmes. Institutionnaliser, médecine gratuite. Le médecin va traiter gratuitement. Et si c'est un médecin privé qui traite, institutionnalisé, il sera payé. Soit par le malade qui sera remboursé, soit par l'État qui doit le payer pour prendre en charge ce malade. Troisièmement, les malades qui sortent de l'hôpital, qui doivent être sevrés, pourquoi devraient-ils occuper pendant une longue période un lit à l'hôpital alors qu'ils peuvent aller à la maison et se faire leur sevrage à la maison? C'est encore une fois la formation du médecin généraliste au sevrage. Il faut le former. Le type de formation actuellement n'est pas adapté à la véritable situation de l'Algérie. Le type de formation que j'ai vu, qui est une formation à distance sur une plateforme, n'assure pas, sur le plan pédagogique, une compétence du médecin. Et il faudrait qu'il y ait une formation sur le terrain de ces médecins généralistes, avec un diplôme et avec une durée suffisante. Sur le plan scientifique, l'idéal serait de vacciner 70% de la population. L'idéal serait d'obliger le citoyen à se faire vacciner et de vacciner les enfants. Or, ces choses-là ne se font pas en Algérie et n'ont pas été faites en Algérie, même dans beaucoup de pays dans le monde. Pourquoi? Parce que entre les recommandations scientifiques et les décisions politiques, il y a quelquefois, évidemment, un fossé. Pourquoi? Parce que c'est un fossé naturel. Nous, en tant que scientifiques, on dit voilà ce qu'il faut faire. Mais sur le plan politique, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu, que nous n'avons pas. La décision ne pourra être que politique. Elle ne peut pas être scientifique. Dans tous les pays du monde, pas qu'en Algérie. Parce qu'il y a d'autres facteurs que nous, scientifiques, nous ne voyons pas. Par exemple, inciter un citoyen à vacciner, c'est peut-être que le citoyen va mal réagir à cette décision. Or, c'est une nécessité scientifique. Mais là, le politique, il voit la chose différemment. Et c'est normal. Et c'est aux politiques, évidemment, de prendre la décision. Alors, maintenant, nous avons une certaine expérience dans la vaccination et nous avons vu que la très grande majorité de la population ne s'est pas faite vacciner. Avant, tous les enfants, on les amenait pour se faire vacciner, les nourrissons, etc., dans les polycliniques. Et il y avait des revendications des parents pour que leurs enfants soient vaccinés à temps, avec le carnet de vaccination. Et le carnet de vaccination était contrôlé à l'école. L'enfant n'entrait pas à l'école s'il n'avait pas été vacciné correctement et qu'il y avait des campagnes de vaccination strictes. Pour cette raison qu'on a éradiqué la poliomyélite. C'est par la vaccination obligatoire. Comment on a réglé le problème de la tuberculose? C'est par le BCG à la naissance. On ne vous demandait pas votre accord pour faire le BCG. Donc, l'obligation de vacciner existe en Algérie. Elle est appliquée. Alors pourquoi ne pas obliger le citoyen concernant une épidémie encore plus grave? L'épidémie, c'est quoi? C'est d'abord la mortalité, un coût de santé, troisièmement, le coût économique. Il y a des répercussions économiques extrêmement importantes. Dans tout ça, qui va régler tout ce problème? C'est la vaccination obligatoire qui va, d'une part, diminuer la mortalité, d'autre part, diminuer le coût de santé, puisqu'on aura moins de malades à traiter Covid, et qui va améliorer le statut économique de l'Algérie. Maintenant, le nombre de vaccinés est dérisoire. Parce qu'il y a 2 vaccinations. Celui qui a fait une première dose, je ne sais pas s'il va faire la deuxième. On n'a pas fait d'évaluation, un état des lieux, et on n'a pas évalué la vie du citoyen
Alors, pour contourner le problème, c'est dérisoire. Il y a un nombre très insuffisant de malades qui ont été vaccinés. Si on ne veut pas aller vers la vaccination obligatoire, bien qu'on oblige les citoyens algériens à se faire vacciner dans certaines conditions. Et c'est le pass sanitaire. Je suis dans la commission médicale de la FAF et j'ai demandé à ce que tous les footballeurs soient vaccinés obligatoirement. Et qu'il y ait un pass sanitaire pour les supporters. On peut admettre des supporters parce que le stade est vaste. Le stade est bien aéré. Je ne comprends pas pourquoi on ne demande pas un pass sanitaire au niveau du métro, où c'est confiné, et qu'on demande un pass sanitaire au niveau des stades, où il y a moins de risques. Il y a un anachronisme dans les décisions. Vous savez, les décisions, c'est une véritable balance. Quand on prend une décision, il y a toujours des inconvénients et des avantages. Les décisions politiques sont sous-tendues par quoi? Par la réalité économique. Il ne faut pas que le pays s'effondre aussi. Si sur le plan économique, le pays s'effondre complètement, vous aurez une maladie Covid qui va encore s'étendre de plus en plus, par faute de moyens. Il faudrait que l'Algérie reste forte économiquement, vu que son économie est déjà assez affaiblie. Alors ces décisions vont très probablement vers un intérêt économique. Et là, il faut faire la balance. C'est vrai, il y a un anachronisme. Comment l'épidémie commence à réapparaître. On va parler justement de la 4e vague, je vous donner mon point de vue. Et d'un autre côté, on libère certaines activités. Parce que ces activités étaient fermées depuis très longtemps et qu'il y a eu des répercussions économiques. Ce n'est plus une logique scientifique que l'on doit adopter dans ce type d'épidémie dans le monde, mais il y a une logique politique soutenue par des intérêts économiques et sociaux. La démarche que beaucoup, jusqu'à présent, ne comprennent pas et doivent absolument comprendre. La gestion Covid au niveau de l'État a été très bien faite et que certaines décisions n'ont pas été comprises parce qu'on n'a pas compris les décisions politiques. Ça, ce sont des choses extrêmement importantes qu'il faut bien comprendre et que c'est très difficile à faire comprendre à la population. Si on revient maintenant à la vaccination, qui est extrêmement importante, nous avons perdu beaucoup de temps. Parce que pour moi, c'était un échec, la vaccination, ce qu'on appelle libre. On laisse la liberté de choix. C'est un échec. Mais un échec qui a duré longtemps. Il ne faut plus rester dans cet échec-là. Il faut absolument en tirer les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est qu'il faut changer de stratégie. C'est le pass sanitaire. Et moi, je suis pour la vaccination des enfants. Parce que les enfants sont des réservoirs de virus. Ce sont eux qui véhiculent le virus. Ce sont eux qui font rentrer le virus à la maison et font infecter les grandes personnes. Il faudrait maintenant réfléchir à faire vacciner. Comme dans les pays développés, aux États-Unis, au Canada, commencent à comprendre l'importance de faire vacciner les enfants. Et je suis certain que lorsque on vaccinera les enfants, on aura moins de malades Covid. Je suis certain. Il y a à peu près 10 millions d'enfants scolarisés. J'ai fait un sondage, 5% d'universitaires, étudiants en médecine que j'enseigne sont vaccinés. 95% non vaccinés. Mais c'est horrible. C'est pour ça qu'il nous faut des sondages. 95% des étudiants ne sont pas vaccinés. J'ai essayé de les convaincre, j'ai pas pu. Que je ne pense pas réellement qu'on réussira à vacciner 70% en Algérie si on ne change pas de stratégie. Parce que le temps est très précieux. On ne doit pas perdre de temps. Il faut aller rapidement. On croyait que l'Algérien allait se faire vacciner. On ne pouvait pas prédire, c'est pour cette raison qu'il fallait faire un sondage. Moi, je ne peux pas agir au sein de la société par un acte aussi important que la vaccination sans faire de sondage. Vous savez très bien qu'à travers un sondage, maintenant, on se trompe très rarement dans les élections. Donc, si on avait fait un sondage sur la vaccination en Algérie, et c'est une erreur scientifique, on aurait dû le faire pour dire, attention, les Algériens ne vont pas se faire vacciner. Il y aura un taux qu'on pourra déterminer dès le départ qui se fera vacciner. Et à ce moment-là, on étudiera le nombre de vaccins à importer. D'une part, pour ne pas qu'ils se périment. D'autre part, si on fait une usine de vaccins, je vous ai dit que le corona ne va pas disparaître, on va aller dans l'avenir. Si on a une usine maintenant, il faudrait que cette usine soit rationalisée, qu'elle ne produise pas trop. Et si elle doit produire, elle devra produire peut-être pour l'exportation. Faudrait-il encore trouver des pays qui puissent importer notre vaccin, le vaccin qui sera produit par Saïdal. Il faudrait qu'il soit homologué, d'une part, que les lots sortent, puisqu'on puisse les homologuer, et il faudrait aussi que l'OMS devra intervenir pour homologuer. Donc là, il y a des petits problèmes techniques qui pourront être résolus. Mais dans la stratégie, il ne faudrait pas aussi qu'on puisse arriver à produire énormément
de médicaments et qui vont aller se faire périmer. Attention, nous avons vécu d'autres périodes. Nous avons eu le Tamiflu pour la grippe H1N1. Nous avons produit donc une quantité importante. Et Saïdal, on a produit, c'était une bonne chose. Tout le monde était content. Mais par la suite, l'épidémie s'est rapidement dissipée. Il n'y a pas eu d'erreur, puisqu'on ne connaissait pas l'évolution de l'épidémie. Donc, la production a été importante pour traiter les malades, mais l'épidémie s'est rapidement dissipée. Donc ça, ce n'était pas une erreur. Mais le Tamiflu a été jeté à la poubelle. Maintenant, il y a aussi le problème de l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine n'est plus utilisée. Tous ces lots-là qui ont été fabriqués vont se périmer et on va les jeter. Ça va aboutir donc évidemment à une déperdition énormément d'argent. Tout ça, c'est évidemment la planification. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit, actuellement, les techniques modernes qui passent par le sondage de la population sont des techniques extrêmement fiables. Le profil du virus, on commence à bien le connaître. C'est un virus qui a une vitesse de propagation rapide. Pendant cette vitesse de propagation, c'est ce qu'on appelle la vague. C'est un nombre de cas qui survient de façon importante en un temps très court. Le nombre augmente d'un seul coup, vous avez le pic, et puis ça descend, comme la grippe ou tout autre virus, évidemment, des voies respiratoires supérieures. Moi, j'avais calculé, déjà, il y avait 4 vagues avant. Bon, on m'a pas cru, bon, mais c'est pas un problème. Alors, il y avait une petite vague qui est passée inaperçue. On était monté jusqu'à 800, on est redescendu. Cette 4e vague, il y a eu beaucoup de sujets qui ont eu la maladie Covid. Alors, combien? Personne ne sait. Ce ne sont pas les déclarations du ministère de la Santé qui nous donnent le chiffre exact. Beaucoup n'ont pas eu la PCR. Beaucoup ont fait des formes infracliniques, et notamment les enfants. Et si vous me dites que 70% des Algériens ont eu la maladie Covid, c'est possible. À ce moment-là, les vagues qui vont venir vont être de petites vagues. La vague vient. Mais le problème de la vague, ce n'est pas la vague elle-même, c'est l'importance de la vague. Est-ce qu'elle va être importante? Alors cette vague-là est en train de monter tout doucement, mais personne ne pourra vous dire qu'elle sera importante ou faible. Ça va augmenter jusqu'à 400, 500, 600 et puis ça descendra. Mais ça pourra aller jusqu'à 1800, 2000. Il faut des données scientifiques. C'est pas comme ça. Et là, on n'a pas fait un état des lieux. Il y a des méthodes scientifiques actuellement valables dans le monde entier. Nous avons des épidémiologues, nous avons des statisticiens pour faire ces sondages. Vous faites des sondages et vous aurez exactement la population algérienne qui a été atteinte du Covid. Si on n'a pas ces chiffres, comment voulez-vous qu'on puisse avoir une stratégie? Une stratégie, elle se fait sur des bases scientifiques. On doit faire des études. Où sont ces études? Aucune publication, je ne vois rien. L'Institut national de santé publique, pourquoi ne publie-t-il pas des études scientifiques sur la maladie Covid en Algérie? Qu'on puisse avoir des données pour que le politicien puisse prendre des mesures politiques. Une stratégie politique, elle vient à partir de données scientifiques rigoureuses. Là, il y a toute une stratégie. La commission scientifique de l'évolution de l'épidémie qui s'occupe. Là, il faut, nous, en tant que scientifiques, qu'on nous dise où sont les clusters. La propagation du virus existe, elle est faible actuellement, elle risque de s'accélérer en fonction de l'évolution de la vérocité du virus. Si on me dit il y a une zone rouge à Annaba, eh bien, quand j'irai à Annaba, je saurai quoi faire. Le Wali doit faire son enquête épidémiologique, scientifique, pour dire pourquoi à Annaba actuellement, il y a plus de cas, et nettement plus de cas qu'à Ouargla. Ce sont les scientifiques qui doivent la donner. Et c'est à partir de cette explication qu'on pourra enrayer la vague. C'est pour cette raison qu'il faut le sondage. Qu'il faut savoir quelle est la wilaya qui a vacciné le plus. Pourquoi? Quelles sont les personnes qui ont été beaucoup plus réticentes à la vaccination? Quels sont les sujets qui ont été beaucoup plus sensibles à la vaccination? C'est une étude qu'on doit faire. Il faut faire une analyse globale. Et là, j'interpelle les journalistes qui doivent jouer un rôle important dans les sondages et dans les enquêtes. Et je sais très bien que les journalistes aiment faire des enquêtes. Parce que là, sur le plan scientifique, je ne vois pas. L'Institut national de santé publique, je l'ai interpellé moi-même plusieurs fois sur ces sondages, sur ces données importantes que nous, médecins, devons avoir. J'ai toujours dit, écoutez, à la télévision le soir, il faudrait qu'on voit l'Algérie et voir les zones rouges, qu'on puisse voyager en toute sécurité.